Et 8h13. Idriss Déby vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. The first smoke-free street in New Zealand. Bonjour, le Tchad face à l'inconnu après la mort de son président blessé dans des combats. La région et l'Europe n'ont pas intérêt à l'instabilité dans ce pays partenaire de la lutte contre les djihadistes. Respirez, vous êtes en Nouvelle-Zélande, le pays se rêve sans fumée à partir de 2025. Ça commence par l'interdiction totale de la cigarette aux nouvelles générations. Et puis, reportage en Guyane aux premières loges du variant brésilien. Voilà le programme. Tout un monde, Éric Guevara-Frey. Tomber au combat, c'est une façon peu commune de mourir pour un chef d'État en 2021, mais c'est ce qui est arrivé au président du Tchad, Idriss Déby. Il avait été blessé pendant le week-end et on a appris hier son décès. L'homme au pouvoir depuis 30 ans venait d'être réélu pour un 6e mandat. L'un de ses fils lui a succédé, il a dissous le gouvernement et le Parlement, il a pris la tête d'un conseil militaire de transition. Le Tchad, en pleine région du Sahel, qui pose un immense défi sécuritaire, c'est un partenaire clé dans la lutte contre les djihadistes. On va y venir dans un instant avec notre invité. Écoutez d'abord Caroline Vergniaud, elle est directrice d'une ONG installée à 150 km de la capitale du Tchad, N'Djamena. C'est le moins qu'on puisse dire que c'est effrayant parce que les gens fuient au Cameroun voisin. On est sûr de rien en matière sécuritaire. La panique vient plutôt de la capitale parce que les gens sont coincés, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a ces tranchées qui ont été creusées il y a quelques heures pour faire face aux rebelles. C'est paniquant, c'est dramatique et quand on se retrouve au milieu d'un coup d'État ou une tentative de déstabilisation politique de cette envergure, la question sécuritaire prédomine et aussi c'est la question du ravitaillement. Moi j'ai vécu en 2008, on savait pas ce qu'on allait manger le lendemain, il y avait plus de vivres, il y avait plus d'eau, c'était dramatique pour tout le monde et la population c'est ça qui vit en ce moment. C'est clair que les gens ont peur. Vous savez, le chef de l'État restait 30 ans en gouvernant le pays d'une main de fer quand même. Donc, tout peut arriver. C'est-à-dire qu'en fait, tout peut arriver en bien comme en mal. Un témoignage recueilli hier soir par nos collègues de France Inter. Bonjour Thierry Vircoulon. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'IFRI. Le président du Tchad qui meurt comme ça, blessé dans des combats, est-ce que c'est normal, entre guillemets? Enfin, ça vous surprend, vous, ou pas du tout, ces circonstances de décès? C'est tout à fait normal. Ça illustre le caractère guerrier à la fois de l'homme et de son régime. Le Tchad ayant toujours été un pays guerrier. Est-ce que ça devrait être une victoire majeure pour les rebelles, ça, un accomplissement? Oui, ils ont réussi à tuer le président, donc le moins qu'on puisse dire, c'est que ils ont atteint un objectif qui s'était probablement pas fixé d'ailleurs. Ce qu'ils voulaient, c'était bousculer le régime et probablement chasser Déby, mais pas forcément le tuer. Mais en tout cas, maintenant, la question de l'avenir du régime est posée, puisque la rébellion est au milieu du pays. Elle n'est pas finalement, elle n'est pas très loin de la capitale. Oui, des rebelles qui opèrent depuis la Libye voisine. Qui sont-ils d'ailleurs, ces rebelles? Ce sont des Tchadiens. C'est un mouvement qui s'appelle le FAC. Vous dites qu'ils opèrent depuis la Libye voisine. Ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment tous les rebelles tchadiens, surtout du nord du Tchad et du Darfour, sont dans le sud libyen. Depuis plusieurs années, ils se sont recyclés dans la guerre libyenne et maintenant que la guerre libyenne s'est calmée, ils redescendent vers le sud et donc ils causent des troubles vers le sud. Et donc ces rebelles sont en fait revenus dans leur pays puisque ce sont très probablement en grande majorité des Tchadiens. Ils sont dirigés d'ailleurs par un leader tchadien et donc c'est une rébellion tchadienne. Alors dans le témoignage qu'on entendait il y a quelques instants, on sentait beaucoup de crainte face à l'incertitude, face à la période qui ouvre. Tout peut arriver en bien ou en mal, disait la responsable de cette ONG installée dans le pays. Est-ce que c'est une période très dangereuse qui s'ouvre? Est-ce que le fils d'Idriss Déby qui a repris le pouvoir peut tenir les choses, peut arriver à tenir les choses? Beaucoup de gens en doutent. Premièrement, la rébellion, évidemment, va poursuivre son avantage et a déjà dit qu'elle n'était pas du tout d'accord avec la transition instaurée par le fils. Ils sont contre. Alors, d'une part, cette rébellion est contre cette situation. D'autre part, va y avoir aussi beaucoup d'autres acteurs tchadiens qui vont s'élever contre la tentation d'une succession dynastique
C'est-à-dire que le fils succède au père et que la famille Déby reste au pouvoir. Et donc, dans les jours qui viennent, il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres groupes armés qui se manifestent, soit qui se coalisent avec les rebelles actuels, soit qui montent leur propre rébellion dans leur coin pour contester un scénario de succession dynastique. Est-ce qu'il y a une occasion à saisir pour les Tchadiens? Et là, j'entends pour la population tchadienne. La population tchadienne est malheureusement simplement l'objet de ces luttes de pouvoir. Le problème, il y a beaucoup de problèmes, mais l'un d'entre eux, c'est que les partis démocratiques dans l'histoire du Tchad n'ont jamais pesé beaucoup sur le jeu politique, qui a toujours été un jeu d'hommes armés, de rébellions armées. Idriss Déby lui-même est venu au pouvoir à la tête d'une rébellion armée. Il est logique qu'il ait été tué par une rébellion armée, en quelque sorte. Et dans l'histoire du Tchad, la notion d'alternance démocratique n'a encore jamais eu lieu. Et comme le disait votre intervenant tout à l'heure, il est resté au pouvoir 30 ans. Donc sa famille en a largement profité, sa famille et sa tribu en ont largement profité. Et maintenant, il y a des appétits extrêmement forts de la part d'autres segments de la classe politique tchadienne. Mais vous ne voyez pas les Tchadiens se soulever? Les Tchadiens, pour le moment, hier, ils étaient en train de, comme disait aussi votre intervenante, ceux qui sont à N'Djamena, ils étaient en train de s'enfuir au Cameroun. Donc, ils sont pas tellement dans une logique de soulèvement, ils étaient plutôt dans une logique de fuite. Le régime d'Idriss Déby a été soutenu par des injections d'argent, notamment de l'étranger, la France, les États-Unis aussi. L'espoir, c'était de maintenir une certaine stabilité, de faire obstacle, de faire rempart aux djihadistes. On parle notamment de Boko Haram, aussi Al-Qaïda dans une certaine mesure. Est-ce que là, c'est un revers potentiel dans cette lutte-là? À partir du moment où, en effet, il y a une grande incertitude sur l'avenir du régime tchadien, on ne sait pas qui va être au pouvoir, on ne sait pas s'il va y avoir une guerre civile ou non, mais en tout cas, ça fait partie des probabilités. Évidemment que c'est un revers et que ça va fragiliser un peu plus le Sahel, qui est déjà très très fragile. Le Soudan à côté est un pays qui a un régime de transition. La Libye est dans un état déplorable. Le Mali, il y a eu un putsch militaire l'année dernière. Le Niger est un peu mieux que les autres, mais enfin pas tellement. Donc c'est toute la région sahélienne. Et en effet, dans cette région, le Tchad apparaissait justement comme un pôle de stabilité, parce que son régime était une dictature de 30 ans et il fournissait des militaires pour combattre les djihadistes. Donc si on entre évidemment dans un scénario de lutte de pouvoir et notamment de guerre civile, ça va en effet déstabiliser le Tchad et toute la région. Quel rôle joue encore la France là? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Évidemment, pour Paris, c'est très important puisque le Tchad a toujours été une sorte de porte-avions pour l'armée française au milieu du Sahel, avec la base aérienne. Et par conséquent, elle a déjà, en disant qu'elle était attachée à ce que la transition, donc qui est prévue, annoncée par le fils du président de 18 mois, se passe bien. C'était à la fois un avertissement aux rebelles de ne pas faire mouvement sur N'Djamena et au nouveau pouvoir, en quelque sorte, de respecter ce qu'il venait d'annoncer. Je crois que ça va être très compliqué dans les jours à venir et Paris va devoir être pris dans le piège d'une possible guerre civile au Tchad et de devoir donc choisir à un moment un camp et de choisir notamment si les rebelles se rapprochent de N'Djamena, comme l'armée française et Barkhane, le siège de Barkhane se trouve là-bas. Paris devra à un moment prendre parti pour un camp ou un autre. Parce que je doute qu'ils puissent trouver un arrangement entre eux et faire une médiation. Et Barkhane, on le rappelle, c'est le nom de l'opération militaire française contre les djihadistes au Sahel, précisément. Merci beaucoup Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI, d'être venu dans Tout un monde aujourd'hui, ce matin. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Hey, hey.
Je suis amoureux d'une cigarette. This is a man who smokes Marlboro cigarettes. Arrêter de fumer, c'est là que je me suis sentie plus libre. J'étais relou pour aller fumer ta cigarette, tu restes pas avec tes potes. Les cinémas sûrement, d'ailleurs, c'était déjà interdit dans la plupart des cinémas. Les transports peut-être, dans certains transports également. Les restaurants, je crois que ce serait... On n'ira pas jusque-là. Enfin, je n'envisage pas. Non, vous fumez toujours autant? Non, beaucoup moins. Une cigarette écrasée, c'est un peu de liberté gagnée. I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. I don't believe that nicotine or our products are addictive. I believe that nicotine is not addictive. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher. Et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. Fume cette cigarette. On ne compte plus les campagnes de prévention contre la cigarette. Vous avez aussi entendu l'ancienne ministre française Simone Veil, puis les grands patrons du tabac qui étaient face au Congrès américain. Bien, la Nouvelle-Zélande passe la vitesse supérieure. Elle envisage de devenir le premier pays sans tabac en 2025 déjà. Bonjour Natacha Van Cutsem. Bonjour Eric. Le gouvernement néo-zélandais a fait une liste des mesures à mettre en place pour atteindre cet objectif sacrément ambitieux. Et parmi les plus significatives, il y a par exemple la volonté d'interdire la consommation de tabac à tous les néo-zélandais nés après 2004, des jeunes qui auront donc 21 ans en 2025. Autrement dit, bannir le tabac pour toute une génération et surtout les décourager de commencer à fumer. Et quoi d'autre ? Eh bien, fixer un prix minimum du paquet, diminuer le taux de nicotine dans les produits ou encore limiter les lieux de vente de cigarettes. Des propositions étudiées donc par les autorités. Des propositions, un projet salué, critiqué aussi évidemment. Voir un marché noir se développer à l'échelle nationale, c'est l'une des plus grandes craintes. Jean-François Etter, professeur de santé publique à l'Université de Genève, voit d'autres risques quand on brandit le drapeau de l'interdit. Ce qui est un peu plus problématique, je pense, dans cette approche-là, c'est l'approche de prohibition, qui a montré depuis bien longtemps, dans le domaine des drogues illicites, tous les effets négatifs qu'elle peut avoir, notamment les effets sur les droits humains, l'impact disproportionné sur les personnes des catégories sociales défavorisées, moins riches et moins éduquées, qui sont plus nombreux à fumer, sur les personnes qui souffrent de troubles de santé mentale, qui sont aussi beaucoup plus nombreux à fumer que les personnes saines. Alors on va imposer à ces groupes-là, de nouveau, des mesures répressives, on va criminaliser un comportement, on va criminaliser une addiction. C'est de nouveau une façon de marginaliser ou d'imposer un poids disproportionné à certaines catégories de la société, basées sur de bonnes intentions et sans tenir compte de tous les effets négatifs de la prohibition depuis les Al Capone jusqu'à aujourd'hui. Historiquement, envisager la prohibition pour le tabac, ce n'est pas une première. Jean-Félix Savary, secrétaire général du GREA, groupement roman d'études des addictions. Ça a été essayé sur plein de sujets. Sur le tabac, ça a déjà été essayé. Au tout début, quand c'est arrivé dans l'Empire ottoman, on a inventé la peine de mort pour la consommation du tabac. Mais très rapidement, on fumait tellement dans l'Empire ottoman qu'on maintenant, on a retenu l'expression fumer comme un Turc. Vous voyez, c'est quelque part, on n'a pas l'habitude de parler de prohibition pour le tabac, mais on sait très bien que ça a quand même déjà existé et ça n'a pas mieux marché que sur l'alcool ou sur les drogues. Alors même que c'est de loin le psychotrope qui tue le plus. En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, par exemple, le tabagisme est responsable d'un décès sur 4. Le peuple autochtone des Maoris est le plus concerné, surtout les femmes, avec 30% de fumeuses. Et Natacha, est-ce que cette approche de prohibition peut se faire au détriment de la prévention ? C'est en tout cas le risque, un risque que la première ministre néo-zélandaise semble prête à prendre, Jean-Félix Savary. Jacinda Ardern, elle est, je crois, mormone, enfin, c'est ce qu'elle dit dans ses interviews. Donc elle vient d'une culture de l'abstinence totale, hein, pas de café, rien du tout. Ok, alors on peut être dans cette posture-là. Donc il peut tout à fait y avoir un projet de ce type. Hein. Il y a beaucoup d'États où l'alcool est interdit, par exemple. On peut avoir un projet de société où il n'y a pas de produits, mais il faut juste être clair, il faut que ce soit cohérent avec la culture aussi, il faut que ça corresponde à la société dans laquelle on vit. Si je prends l'Europe occidentale, on est dans des sociétés qui sont clairement des sociétés libérales, avec des principes assez importants sur les droits humains. Donc en fait, de dire qu'on va tout d'un coup, comme ça, infliger un interdit à un tiers de la population qui ont un problème avec ce produit, c'est quelque chose qui ne correspond pas à notre culture, tout simplement.
On l'aura compris, pour Jean-Félix Savary, ce qui est peut-être possible en Nouvelle-Zélande ne l'est pas forcément ici et notamment en Suisse. Alors, si la criminalisation risque d'échouer, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'attaquer de façon décisive au fléau de la cigarette ? Pour le professeur à l'Institut de santé globale de l'UNIG, Jean-François Etter, considérer les solutions existantes est une bonne option. Si c'est des mesures comme par exemple l'interdiction de la publicité ou des mesures pour éviter l'exposition passive à la fumée dans les lieux publics ou des mesures comme l'éducation, les avertissements, les campagnes ou même des taxes, parce que ça marche très bien les taxes, ou l'aide à l'arrêt du tabac, ou le fait de contrer l'influence des politiciens, c'est l'article 5.3 de la Convention cadre de l'OMS sur la lutte anti-tabac, ou des mesures aussi qui sont nécessaires, qui sont des mesures de surveillance épidémiologique, de surveillance de la prévalence par groupe social, d'évaluation de l'impact des mesures. Si on met tout ça en place, avec une forte volonté politique, on peut aussi réduire la proportion de fumeurs sans arriver pour autant à une interdiction et à donc une criminalisation du comportement. Pour Jean-François Etter, la forte volonté politique d'un État est un gage de réussite pour un projet, quel qu'il soit. Un pays totalement débarrassé du tabac, cela lui semble peu probable, mais il croit à une nation composée d'une minorité de fumeurs. Ce qui est plausible, c'est qu'il y aura une réduction substantielle encore de la proportion de fumeurs, surtout parmi les nouvelles générations, pour autant que les politiques de prévention continuent jusque-là, dans les années qui viennent, parce que c'est jamais définitif. Il peut y avoir une volonté politique qui existe aujourd'hui, qui n'existera plus dans quelques années, et à ce moment-là, la proportion de fumeurs va augmenter. Nos deux interlocuteurs rappellent que le principal problème pour la santé des fumeurs, c'est la combustion du tabac. Si on remplace cette combustion par des produits qui ne sont pas brûlés, alors on fait un pas non négligeable en termes de santé publique. Et voilà, le mieux est encore évidemment de ne rien se mettre dans les poumons. Merci Natacha Van Cutsem. Tout un monde. Face à la situation sanitaire catastrophique du Brésil, certains pays européens coupent les ponts, ou plutôt les liaisons aériennes, en provenance du Brésil. La Guyane, elle, n'a pas d'océan pour la séparer du Brésil, mais une frontière terrestre longue de 700 km. Elle est aux premières loges de ce variant brésilien plus contagieux, plus dangereux et qui inquiète tant. Il est à l'origine de plus de 80% des cas de Covid en Guyane, qui augmentent rapidement. Cette région appartenant à la France entre à peine dans ce qui pourrait être une troisième vague de l'épidémie. Les autorités sanitaires sont en alerte. Reportage au cœur du service de réanimation de Cayenne, Marie Monnier. À l'intérieur d'une des chambres de ce service de réanimation, un homme de 59 ans atteint du coronavirus est allongé sur son lit. Hospitalisé en urgence il y a une semaine, en grande détresse respiratoire, il est toujours très affaibli. C'est cette fatigue parce que, étant donné que je n'ai encore rien mangé depuis parce que j'ai l'appétit, je n'en ai pas. Donc cette fatigue vient de là. Honnêtement, je n'ai pas d'appétit. Problème respiratoire reste quand même la partie la plus difficile. Ce patient reçoit pour l'instant de l'oxygène à haut débit dans le nez et redoute de devoir être intubé, mais il garde le moral et veut tenir bon, nous dit-il, essoufflé. C'est ce moral qui est très fort chez moi, psychologique, qui fait que je tiens. Des analyses complémentaires sont en cours pour déterminer s'il a été contaminé par le variant brésilien du Covid-19, comme la très grande majorité des patients actuellement hospitalisés dans cet hôpital guyanais. Toutes les chambres qui sont fermées, vous voyez, c'est des cas. On a quasiment tout le secteur. Quand on voit que le nombre de patients commence à augmenter, c'est notre pouls. Notre pouls, c'est la réanimation. Dans le couloir, Linda, infirmière en réanimation. Avec sa blouse de protection, son masque FFP2, sur le front depuis le début de l'épidémie de coronavirus en Guyane. Quand je monte les escaliers, quand je sors de ma voiture, je prie. Je demande au Seigneur de m'aider à pouvoir accompagner ces personnes. Voilà ce que je fais tous les jours. Tant qu'on est positif, tant qu'on a la forme, ça va. On a passé la première vague, on a passé une deuxième vague, on sait les traitements, ce qu'on doit mettre en place. On sait qu'avec ce variant, il faut les prendre beaucoup plus tôt, il faut faire le nécessaire à ce niveau. Et puis ici, les traitements qui étaient mis en place auparavant, dès la première vague, sont toujours efficaces, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite pour ces patients. 15 lits supplémentaires sont disponibles depuis le début de la semaine pour faire face à l'afflux de malades. On fait quasiment 2 admissions par jour. Le professeur Atem Kalel est le chef du service de réanimation de l'hôpital de Cayenne. C'est 3/4 des patients hospitalisés en réanimation qui sont infectés par le variant brésilien. Notre constat, c'est que ça a l'air de donner des formes un peu plus sévères avec une progression de la maladie qui est beaucoup plus rapide. C'est des patients graves qui ont besoin de fort débit d'oxygène ou d'une assistance ventilatoire.
Les gens arrivent beaucoup plus vite en réanimation. Notre crainte, c'est d'arriver à saturation dans les prochains jours. On a anticipé sur la formation du personnel, on a anticipé sur les projections d'ouverture de lits. Aujourd'hui, tout le monde est en crise et donc en gros, il faut compter que sur nous-mêmes. Ce médecin réanimateur surveille donc avec attention l'évolution de la situation sanitaire au Brésil voisin où le variant continue de faire des ravages. Alors effectivement, on suit ça de très près et de façon très vigilante, mais de façon assez impuissante parce que finalement, on essaie de suivre l'évolution pour savoir ce qui nous attend, nous, dans les jours ou les semaines à venir, quoi. La seule chose pour éviter que ce qui se passe au Brésil se passe ici, c'est que la population soit vigilante sur la distanciation sociale, sur les mesures barrières, et puis qui soit assez investi dans la vaccination. En Guyane, c'est le vaccin Pfizer qui est utilisé pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Un vaccin que les infectiologues et les chercheurs jugent plus efficace contre les variants, et notamment le variant brésilien. La vaccination, quant à elle, est ouverte à toute personne ayant plus de 30 ans. Or, pour l'instant, à peine 7% de la population guyanaise s'est faite vacciner. C'est encore trop peu, regrette Clara Debord, directrice de l'Agence régionale de santé en Guyane. La deuxième vague a été très limitée en Guyane. Et donc, les habitants se sont habitués à ce que l'on parle du Covid, mais que ce ne soit pas la catastrophe. Là, ce que nous voulons leur dire, c'est qu'avec le variant brésilien, on peut être surpris. Et puis, il est possible que l'immunité acquise dans les 2 premières vagues ne suffise pas à empêcher cette troisième vague forte. C'est ça notre inquiétude aujourd'hui, et c'est cette inquiétude que nous voulons faire partager à la population pour qu'elle puisse prendre les dispositions nécessaires pour éviter les contaminations. Ce variant brésilien, il n'est pas le même que la souche historique, il risque de se comporter différemment, il risque de nous surprendre, et donc on doit prendre des mesures avant d'être en situation de débordement, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Surveillance accrue de la frontière avec le Brésil, couvre-feu à 19h et le dimanche dans les villes où le virus circule le plus. Les autorités françaises multiplient les restrictions pour tenter d'empêcher la propagation de ce variant brésilien en Guyane, empêcher également que la troisième vague de l'épidémie ne devienne incontrôlable. Un reportage en Guyane signé Marie Meunier. Voilà, c'est la fin de cette émission. Si tout un monde vous manque pendant la journée, vous pouvez toujours réécouter tous les épisodes sur l'application Play RTS ou sur rts.ch/toutunmonde. Et si vous voulez nous écrire, c'est toujours la même adresse, tout un monde en un seul mot, @rts.ch. À suivre sur La Première, on en parle. Bonne journée.